Bonjour à tous. Cette semaine, au podcast sportif Parlons Sport, j'ai la chance d'avoir Sébastien Toutan, alias Seb Toots, qui est avec moi. Seb, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, très bien, merci. Tu n'es pas en studio avec nous grâce tu es à une compétition et tu suis le protocole de la COVID, alors tu es en quarantaine. Tu reviens de Suisse, je crois. Oui, exact. Je viens juste de revenir de la Suisse. J'avais une compétition là-bas de slopestyle. Avant ça, j'étais à Aspen au Colorado. Fait que c'est sûr que ça n'avait pas été une saison comme normale là, avec le COVID, qu'on pourrait dire. Mais au moins, on a quand même réussi à avoir une saison à travers tout ça. Dis-moi ce qui a changé comparativement à une saison normale, ce qu'on peut appeler ça. Le COVID, qu'est-ce qui vous a affecté le plus, vous? C'est-tu les déplacements, le voyage? Qu'est-ce qui vous a affecté le plus? C'est sûr, le voyagement, ça a été une des choses qui nous a affecté le plus. Je fais quand même une discipline que je dois voyager à l'international pratiquement toutes les semaines, changer de pays. Avec les normes de voyagement présentement, c'est beaucoup de tests de COVID. Il faut que tu sois dans le 72 heures pour pouvoir prendre l'avion. Rendu à destination, toutes les compétitions qu'on fait, c'est très sécurisé, mais on est comme dans une bulle rouge qu'on pourrait dire. Tous les athlètes doivent se faire tester aux 72 heures, même sur place. Euh, on n'a pas accès à tout ce qui est ouvert, tout dépendamment du pays qu'on est. C'est sûr, ça rend le tout un petit peu moins le fun, qu'on pourrait dire. Là, c'est moins amical. Là, on dirait que je suis habitué de voyager puis de passer du temps aussi avec mes chums de snowboard aussi alentour de tout ça. Là, on dirait que tu es plus comme tu t'en vas à la montagne, tu t'en vas faire des pratiques, tu t'en vas compétitionner. Puis après ça, tu es de retour à ta chambre d'hôtel ou à ta maison. Puis tu retournes dans tes affaires. Fait que le petit côté lifestyle du snowboard qu'on connaît tous, là, on l'a un peu perdu là, cette année. Seb, tu n'en étais pas à ta première saison, tu es rendu un vétéran du snowboard. Revenons à ton bas âge, tu as commencé le snow. Je crois que tu as remplacé ton coach au shakedown, tu as soulevé les honneurs là-bas à Saint-Sauveur, tu as commencé très jeune. En quoi que cette discipline-là, c'est bon de l'avoir commencé jeune, tu as performé jeune et tu as réussi à gagner. Est-ce que ça a eu un déclic pour toi de vivre ça très jeune à bas âge? C'est sûr, le shakedown, écoute, c'est vraiment ce qui m'a propulsé finalement Ça à a commencer commencé ma là. carrière. C'est une compétition qui était ici, près de chez moi. C'était une compétition qui était amateur, professionnelle. Fait que moi, ça m'a donné la chance à 13 ans de pouvoir participer en tant qu'amateur. Après ça, j'ai réussi à me qualifier jusqu'avec les pros. Puis finalement, cette journée-là, j'avais gagné. Fait que oui, effectivement, ça a tourné un peu les regards là, vers moi. Ça m'a donné la chance de signer, d'avoir un certain support de commanditaire à cet âge-là qui m'a donné la chance de pouvoir commencer à voyager. Puis il y avait beaucoup de monde qui disait OK, c'était-tu de la chance? Est-ce qu'il est capable de répéter ça, etc. Puis finalement, à travers les années, j'ai prouvé dans le fond que j'avais un certain talent, puis c'était pas juste une chance finalement cette journée-là. Je me suis mis à voyager à l'international, je me suis mis à compétitionner à un niveau professionnel, puis c'est là que je me suis mis à avoir des bons résultats. Puis c'est un peu là que ma carrière a vraiment débuté. On va se le dire, ce que vous faites, c'est assez spectaculaire, des grosses manœuvres. À bas âge, tu devais être un cascadeur. Comment que avais-tu dans ta tête dire que j'allais être un snowboarder ou simplement au début c'était pour le fun et à un moment donné, tu as dit que tu devais être un peu plus casse-cou que la normale à bas âge, j'imagine? Oui, c'est ça, effectivement. J'ai toujours été un gars hyper sportif dans tous les sports que je touche, même encore aujourd'hui. J'apprends super vite. Puis j'adore l'adrénaline, j'adore tous les sports en général. Puis effectivement, quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont toujours dit, quand j'ai commencé à marcher, j'étais prêt de marcher tout droit. On dirait que j'étais tout en train de sauter en bas des marches, marcher sur la chaîne de trottoir, etc. Fait que c'est vraiment un no-brainer pour moi que je voulais faire du sport, puis je voulais essayer de faire le plus de choses possible. Puis quand j'ai appris le snowboard à l'âge de peut-être 5 ou 6 ans, c'est là que j'ai découvert vraiment ma première passion. Dans le fond, j'ai commencé à faire du ski, puis à l'âge de 9 ans, j'ai cassé mes skis. C'est là Ouais. que j'ai tombé sur une planche. Et à partir de ce moment-là, je suis vraiment tombé en amour avec cette discipline-là. Puis c'est sûr que dans ma tête, je ne pensais pas à un si jeune âge, je pensais pas nécessairement vivre de ça, je ne pensais pas nécessairement avoir une carrière dans le snowboard. Mais je pense que c'est ma passion puis la détermination de toujours vouloir être sur les pentes à chaque fin de semaine. Quand j'étais au secondaire, j'allais à une école secondaire que j'avais 2 fois semaine durant l'hiver, que je faisais de la planche aussi. Ça m'a donné la chance de passer un peu plus de temps sur ma planche que d'autres personnes qui n'avaient pas cette chose-là au secondaire. Et à travers ça, on dirait que ça a eu le déclic avec le shakedown. J'ai signé des contrats avec des commanditaires à un bas âge. Puis je me suis mis à voyager. Fait qu'on dirait que tout, tout c'est comme placé, mais j'ai jamais eu vraiment besoin de me poser la question est-ce que je veux vraiment vivre de ça
Est-ce que, oui, c'était mon rêve de participer à certaines compétitions, mais ce n'était pas nécessairement l'objectif, là. On dirait que quand tu as juste 10, Ouais. 11, 12 ans, je pense que tu essaies juste de t'améliorer, puis c'est tout ce qui compte, là. Et tu en parles là, présentement. Pour certaines personnes, c'est dur à comprendre. Comment qu'un snowboarder peut vivre de sa passion? On le sait, c'est pas, tu ne joues pas pour le Canadien de Montréal, tu n'as pas un contrat, que les chiffres sont nommés. Tu gagnes des compétitions, oui, tu gagnes de l'argent. C'est plus avec les commanditaires, c'est là que vous allez chercher votre argent, mais les commanditaires, c'est beaucoup de pression, j'imagine. Ils demandent, c'est quoi les qualifications demandées? Exact. C'est sûr que tu sais, le snowboard, je veux dire, c'est un sport individuel. Fait que, en général, chaque athlète va signer avec un agent éventuellement dans leur carrière qui donne vraiment une grosse aide finalement pour débloquer l'aspect commanditaire, puis aussi euh, dealer tes contrats en tant que tel. Je veux dire, tu sais, ma job, moi, c'est de faire du snow, puis le but, c'est d'avoir les meilleurs résultats, puis de m'améliorer. Quand on se met à parler chiffres, etc., c'est le fun. Moi, j'aime ça être au courant. Je veux faire partie de l'équation. Mais je pense qu'à un jeune âge, pour moi, c'était rendu temps de travailler avec un agent. J'ai un agent américain puis un agent québécois. OK. Fait que je pense que ça fait en sorte que tous les deals qui se font au Québec, ben il y a aucun problème pour la langue française. Puis tout ce qui est américanisé, ben, j'ai mon agent américain qui s'occupe de tout ça aussi. Fait que chaque athlète a leur façon de fonctionner, mais le but ultime, c'est vraiment ça va être tes commanditaires que tu fais finalement tes sous. Oui, il y a des bourses quand tu gagnes des compétitions, mais en tant que tel, quand tu es plus jeune, ça peut te donner un certain, justement, le fameux bout d'argent que tu as besoin pour Ouais. starter ta carrière. Mais rendu à un certain temps, je veux dire, tu ne peux pas juste te dire, OK, cette année, il faut absolument que je gagne 4 compétitions, sinon ma saison va me coûter des sous. Fait que c'est vraiment sur les commanditaires que tu signes. Souvent, c'est des contrats qui vont aller de 1 an à 5 ans, tout dépendamment c'est quoi que tu négocies avec eux. Puis c'est vraiment comme ça que tu t'assures de faire ton salaire. C'est sûr que c'est comme la différence entre les joueurs de hockey et d'autres sports. C'est que nos contrats ne sont pas dits haut et fort combien qu'on fait par année. Mais ça revient quand même au même processus. C'est juste que tu sais, une équipe de hockey, ça va être l'équipe qui Ouais. paye les joueurs, et des échanges, etc. Il y a certains athlètes qui vont aller chercher des commanditaires à l'extérieur de leur équipe. Donc, nous, c'est un peu comme si on irait chercher les commanditaires à l'extérieur de l'équipe, mais c'est seulement ces commanditaires-là que nous, on peut faire affaire. Il n'y a pas une affaire d'équipe ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment c'est un peu comme tu essaies de starter une business. Je veux OK. dire, ton nom devient une brand. Puis je pense que c'est beaucoup de marketing alentour de tout ça. C'est beaucoup un sport de lifestyle, comment tu parles à la caméra. Le but de la chose, c'est d'aider les compagnies à vendre plus de leurs produits. Puis ça fait longtemps, moi, que je travaille avec beaucoup de compagnies. Dès un jeune âge, j'essaie de moins changer possible pour Ouais. que justement, quand tu dis le mot O'Neill, quand tu dis Red Bull, euh, automatiquement, tu peux relier Seb Toots avec ces brands-là. Puis je pense que c'est un peu ça l'objectif de ces brands-là à travers toutes ces années-là. Ouais, on peut te voir. Et ceux qui te suivent ces réseaux sociaux, même présentement, casquette Red Bull, T-shirt O'Neill, on peut apercevoir ton frigidaire Red Bull. Ça, c'est, j'imagine, c'est deux de tes gros commanditaires, je pense, sur chaque vidéo, photo. Red Bull, O'Neill. Il t'exige-tu ou c'est toi que, mettons, tu portes tes couleurs, dans le fond, c'est comme si tu porterais là, un chandail. J'imagine que c'est tes couleurs, ça, c'est Red Bull, O'Neill, c'est ceux qui te commanditent, tes gros commanditaires, j'imagine. Exact. Ben, c'est ça, dans le fond, avec les contrats que tu signes, effectivement, si tu signes avec O'Neill, comme pour ma part, je veux dire, qui est tous les vêtements pour moi, ben, je me dois de porter le produit, je me dois de porter en tout temps tout ce qui est relié à la compagnie quand je porte des vêtements, etc. Ça reste que j'ai le droit de porter tout ce qui est sur la ligne que O'Neill produit. Ça OK. reste une immense compagnie. Il y a différents styles. Fait que oui, ils ne peuvent pas te forcer à porter un style que nécessairement, ce n'est pas ton style de porter. Mais ça reste que, tu sais, je veux dire, quand tu signes un contrat, tu es là pour supporter la compagnie puis les aider à grossir. Fait que c'est sûr que si moi, je m'en vais à un événement de snowboard puis je ne porte pas le produit qu'ils me donnent, bien, c'est sûr que quand ça va venir le temps de renégocier mon contrat, pour moi, je vais perdre des points forts. Puis je pense que le but, c'est de travailler fort pour eux, pour les aider à grossir, mais en bout de ligne aussi, c'est un peu donnant-donnant dans les deux sens. Eux autres, ils font beaucoup de marketing alentour de moi aussi. Fait que je pense que c'est d'utiliser leur visibilité, puis utiliser ma visibilité pour rendre la compagnie plus grosse, puis aussi faire grandir mon nom à travers tout ça. Bon, on parle de commanditaires, là, on oublie tous les commanditaires. On revient à Pyeongchang, tu n'as aucun commanditaire, peut-être tes lunettes.
Tu avais un suit blanc et rouge, tu portais les couleurs du Canada. Là, tu représentais ton pays. Il n'y avait plus de commanditaires. C'était ton pays. C'était la première fois que les Olympiques œuvraient dans la compétition de Big Air. Tu es allé remporter ça. C'est quoi remporter une médaille d'or? C'est pas un X Games, c'est pas une compétition. C'est quoi ramener une médaille à ton pays? Tu l'as vécu, tu as été le premier à la remporter. Tes émotions après ça? Ben écoute, c'est sûr que les Olympiques, c'est quand même c'est un autre step, je veux dire, c'est une autre étape, je veux dire, dans le niveau de compétition dans tous les sports confondus. Pour moi, je veux dire, ça a été les X Games qui était mon objectif d'aller quand j'étais toute jeune. Parce que pour moi, la discipline que je fais en snowboard, le slopestyle et le big air, c'était pas aux Olympiques durant ces années-là. Ouais. Quand ça a été rajouté aux Olympiques, c'est définitivement devenu ma nouvel objectif de vouloir y participer. Puis non seulement y participer, mais c'est sûr, c'est d'essayer de gagner une médaille. Puis c'est sûr, d'essayer de gagner la médaille d'or, c'était l'objectif ultime. Mais c'est sûr, d'arriver là-bas, je suis habitué de représenter mes commanditaires, mais là, d'arriver à un stade aussi haut mondial, tous les yeux sont virés vers toi, de sentir le support de tout le Canada au complet qui veulent que tu gagnes une médaille. C'est sûr, ça crée une adrénaline vraiment, vraiment intense. Pour moi, on dirait que ça a créé toutes sortes d'émotions. C'est sûr de performer, puis de livrer la marchandise, les journées d'une compétition, puis de finir sur le podium, c'est toujours c'est quelque chose qui est dur à expliquer, mais c'est une émotion qui est tellement forte. Puis je pense que c'est une certaine drogue qui fait en sorte que quand tu es compétiteur, tu veux toujours retourner à plus de compétition parce qu'on dirait que c'est jamais assez. Puis tu veux revivre le fameux feeling de retourner sur le podium parce que c'est tellement un feeling satisfaisant. Mais je pense que gagner la médaille d'or aux Olympiques, c'est le summum de ce que tu peux accomplir dans tous les sports confondus. Je pense qu'à tout jamais, là, je veux dire, le fait de pouvoir dire que tu es un Olympien, c'est quelque chose de vraiment gros. Mais de dire que tu es médaille d'or olympique de ta discipline, puis en plus, que ça soit la première fois de l'histoire des Olympiques que le Big Air a été mis en place, c'est sûr que c'est quelque chose que je suis vraiment fier d'avoir à travers ma carrière. Puis c'est quelque chose qui va me suivre à jamais là, à travers ma saison, puis à travers même après mon après-carrière. Fait que je suis vraiment, vraiment fier. Puis c'est sûr que c'est un feeling qui est très dur à expliquer, là, mais c'était beaucoup d'émotions. Puis on va espérer pouvoir y retourner l'année prochaine. Puis j'aimerais vraiment ça, avoir le même sentiment. Là. Gagner une autre médaille, ça serait vraiment le summum aussi. Tu es un fier compétiteur, on peut le voir, et on peut, ceux qui te suivent aussi sur les réseaux sociaux, dans tous les sports, je pense que tu veux performer. On te voit golfer beaucoup, on voit des petits tricks que tu faisais pendant le COVID, des petites vidéos à la maison, le petit lancer par en arrière, là, il doit être pas loin, le petit panier. Je pense que tu es un compétiteur né. Hein? Je pense que ça fait partie de toi. Tu es un compétiteur, puis dans chaque sport, tu y vas all-in. Oui, exact. Écoute, j'adore les sports, mais je pense que même à travers hors sport ou peu importe, je suis un gars de challenge, je suis un gars qui aime ça me lancer des défis, j'aime ça lancer des défis à mes amis. Fait que je pense qu'on le voit à travers mes réseaux sociaux, effectivement, que je suis une personne qui aime ça toucher à tout. Je suis une personne qui, même si ce n'est pas nécessairement accompli de la première shot, je vais toujours continuer tant aussi longtemps que je ne l'aurai pas eu. Fait que je pense que c'est ce qui m'aide à performer justement dans différents sports, c'est parce que j'ai du temps de pouvoir pratiquer ces sports-là, puis je mets le temps pour devenir meilleur. Puis on dirait pour moi de savoir que je peux devenir meilleur à quelque chose, je ne suis pas capable de le laisser de côté. On dirait qu'il faut tout le temps que je me rende au niveau supérieur pour pouvoir dire OK, j'ai réussi à me rendre à telle étape, là, je peux passer à autre chose. Fait que je pense que c'est ça, là, à travers chez nous, là, les trick shots, les mini-baskets, etc. Je pense que oui, non seulement ça garde le monde entertain à mes fans, etc., sur les sites Internet, mais à travers tout ça. Sébastien, tout le temps snowboarder, tu t'en viens à l'apogée de ta carrière. Est-ce que tu te fais un plan? Y a-tu un âge, tu te dis, regarde, c'est quand même un sport extrême, on ne se le cachera pas, c'est un sport extrême. Vous faites, les blessures peuvent venir avec. C'est quoi ton plan? Peut-être les prochains Olympiques où tu t'es-tu fixé une date? T'as-tu préparé un après-carrière? C'est quoi les plans du Sébastien tout le temps? C'est sûr, le snowboard, c'est un sport qui est très, très, très difficile sur le corps humain. Puis en bowling, je veux dire, je pense que c'est Attends, sûr que le snowboard, c'est une discipline qui est très difficile sur le corps humain. Je veux dire, c'est un sport extrême, c'est un sport qui souvent les athlètes vont avoir plusieurs blessures à travers leur carrière. Fait que c'est sûr, moi, à travers ça, je veux dire, j'essaie d'être le plus mon argent. Je sais que c'est pas pour la vie, mais j'ai la chance de faire quand même beaucoup de sous rapidement à un jeune âge que
j'ai décidé justement, en étant jeune, d'investir mon argent dans l'immobilier, dans des affaires comme ça. Fait que j'essaie de un peu sécuriser mon avenir, même après pour mon après-carrière. Mais je pense que des alentours de 35, 36, même juste début trentaine, il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas grand monde qui compétitionne passé la trentaine. Mais il y a aussi l'autre côté du snowboard qui est hors compétition, qui est plus faire des films de snow, Ouais. faire des projets créatifs avec tes commanditaires. Pour moi, c'est sûr que de plus en plus j'approche la trentaine, j'aimerais peut-être ça faire moins de compétition pour faire plus de projets vidéo là, pour justement comme monter mon côté un peu plus créatif du sport. Sébastien, en terminant, j'aime ça poser cette question-là à chacun de mes invités. S'il y a un petit gars qui nous écoute et qui rêve de devenir le prochain Sébastien Toutant, qui vient de l'Assomption et qui rêve d'une médaille d'or, qu'est-ce que tu dirais à ce petit gars-là? Je pense que la chose, c'est drôle parce que c'est une question que je me fais poser souvent. Puis je pense que l'aspect numéro un, en tout cas, qui a fonctionné pour moi et qui fonctionne encore, c'est d'être passionné puis de laisser la passion un peu diriger vers où tu veux aller. Parce que quand tu te mets à penser un petit peu trop comme commanditaire, ta carrière, où c'est que tu vas aller, etc., on dirait des fois que tu te perds un petit peu trop dans le côté business de la chose. Je pense que surtout à un jeune âge, il faut que tu ailles faut que tu ailles essayer, il faut que tu ailles prendre de l'expérience, il faut que tu essaies des choses, il faut que faut que tu aies du plaisir à le faire, il faut que tu raides avec tes amis. Puis je pense que si tu es assez talentueux à un certain étape de ta carrière, il va y avoir un déclic qui va faire en sorte que tu vas avoir des opportunités pour pouvoir avoir des commanditaires, puis avoir de l'argent pour commencer à voyager, etc. Mais je pense qu'au début, là, c'est vraiment la passion. Puis même encore à ce jour, regarde, je suis rendu à 28 ans. Puis l'affaire qui me garde dans mon sport, c'est la passion, puis c'est de toujours me rappeler pourquoi j'ai commencé, puis d'avoir du gros fun finalement. Pour moi, c'est vraiment la solution qui fait en sorte que je performe encore aujourd'hui. Seb Tout, ça a été un honneur pour moi de jaser sport avec toi et je te souhaite d'autres médailles d'or et du succès et une belle après-carrière. Merci d'avoir accepté mon invitation. All right. Merci, Ben, je Seb. te remercie beaucoup. Attention à vous autres.